Madame Félicienne Kessé, elle est conseillère d'orientation, membre de l'ONG GrandesÉcoles.net. Madame, bonjour. Bonjour. Et dans le cadre de la rubrique Famille et Éducation, vous allez nous aider à réaliser, à prendre conscience de quel type de parents est-ce que nous sommes. Effectivement, la participation des parents, l'engagement des parents dans le travail personnel des enfants à la maison est très important. Donc, il faudrait pouvoir susciter un peu la participation des parents. L'objectif aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des parents sur leur rôle de parents à la maison, dans le domaine du travail, de l'apprentissage scolaire. Quel type de parents êtes-vous? Les recherches ont démontré qu'il y a effectivement 5 types de parents par rapport au travail, aux travaux scolaires à la maison. Le premier type sont les parents qui sont absents. Ils n'interviennent pas dans les apprentissages de l'enfant. Ils ne prennent pas de personnes pour encadrer leur enfant à la maison. Ils ne participent pas aux réunions de rentrée de l'école. Ils ne vont pas rencontrer les enseignants. Ils ne discutent pas. En fait, c'est l'indifférence totale. Voilà. Ils se contentent de scolariser l'enfant. Scolarisent l'enfant et point barre. À la fin, ils attendent les notes. Et quand ça arrive, si ce n'est pas bon, ils se plaignent. Si c'est bon, pour eux, c'est comme si c'était normal, c'était une simple routine. Mais est-ce que l'enfant a forcément besoin d'un encadrement? Disons que pour le travail scolaire, le travail personnel, il y a 2 aspects. Ça se fait d'abord à l'école. Apprendre à apprendre ses leçons même se fait à l'école, au cours de l'intervention des enseignants. Et lorsque l'enfant arrive à la maison, pour fixer les informations dans sa tête, pour fixer les leçons, tout ce qu'il a appris, il doit pouvoir réviser, faire des exercices, des devoirs. Et à ce niveau-là, l'enfant doit pouvoir travailler seul. Les parents doivent pouvoir l'encadrer. L'encadrement des parents ici va consister à les encourager, à leur créer d'abord les conditions matérielles de travail, une table, une lumière suffisante, tout cela. Et puis ensuite, à vérifier, à organiser le temps. L'enfant ne doit pas travailler au-delà d'un certain temps. Et puis vérifier si l'enfant a fait ses devoirs, s'il a appris ses leçons uniquement. À quel âge est-ce qu'on commence à faire tout cela? Bon, disons à partir de 8 ans. Bon, je dis 8 ans, à partir de la classe de CE1. Parce que normalement, dans la conjugation, on fait le CP1 à 6 ans. Donc, à 8 ans, lorsque l'enfant commence à apprendre des leçons. Sinon, avant, c'est au niveau de l'écriture. Donc, l'enfant essaie de former les lettres. Mais est-ce qu'à cet âge-là, il n'a pas besoin d'encadrement aussi? Disons que de l'écriture? Oui, lorsque l'enfant a des difficultés. Mais il faut dire que c'est dès même l'école primaire, la maternelle, je vais dire. À la maternelle, déjà, lorsque l'enfant, avant de commencer la scolarité, en principe, doit pouvoir faire un bilan. Un bilan de santé complet. Voir au niveau de la motricité, comment il attrape le billet, comment il écrit, comment il forme les lettres, s'il a une bonne vision, tout ça. Et à partir de ce moment-là, déjà, on constate qu'il y a des enfants qui auront des difficultés par rapport à leur production. Et à partir de ce moment-là, les diriger vers les spécialistes s'il le faut. Et les autres, déjà, si c'est normal, il n'y a pas de problème. L'enfant n'a pas forcément d'être encadré. Mais il faut dire que les enfants jusqu'au CM2 ont besoin de l'affection de leurs parents pour pouvoir travailler. Ils travaillent pour faire plaisir aux autres, à leurs enseignants et à leurs parents. Donc le parent doit être présent à ces moments-là. Rien que pour encourager l'enfant, pour motiver l'enfant. Voilà. Maintenant, au fur et à mesure que l'enfant devient un peu plus grand, il va au secondaire, en 6e, l'autonomie commence de façon effective. Donc l'enfant va commencer maintenant à apprendre à travailler de façon seule, de façon vraiment effective. Et c'est progressif. Voilà. Donc au fur et à mesure, il fait ses devoirs, il peut montrer, mais il fait ses devoirs. À l'école primaire, il fait ses devoirs, papa, voilà, ou bien maman, le plus souvent, ce sont les mamans qui s'occupent de cela. Ah maman, voilà, j'ai fait mes exercices, comment tu trouves? Ah, c'est bien mon enfant. Ah, ici, tu n'as pas bien écrit. Ah, fais ceci, tu as écrit en dehors des lignes. Fais ça. Donc déjà, ça motive l'enfant, ça encourage l'enfant à travailler. Mais la première catégorie dont vous avez parlé, c'est le parent absent. Ensuite, donc, nous avons les parents. Pas du tout. Il ne sait pas de quoi il s'agit, il ne s'intéresse pas, et puis il attend de bons résultats. Même à la fin de l'année scolaire, lorsqu'il y a des participations, parce que moi j'ai déjà participé à des fins d'année scolaire dans certains établissements, l'école primaire, j'ai constaté qu'il y a par exemple, il y a une mère qui était arrivée, et puis on a demandé, les parents, le COGES, tout ça, essayaient d'interroger les parents. Et lorsqu'ils ont demandé à une mère, ton enfant est en quelle classe? Elle dit, je ne sais pas. Oui. Je l'ai présenté. Comment est-ce que donc tu ne sais même pas, tu ne t'es pas occupé de l'enfant? Bon, moi, j'ai constaté qu'elle était analphabète. Elle ne savait pas lire ni écrire. On avait demandé la présence. C'est une raison. Voilà, mais quand même, connaître le niveau, la classe même déjà, c'était déjà important. Donc, après les absents, nous avons les effacés.
Et ils interviennent de façon irrégulière. Aujourd'hui, ils peuvent aider l'enfant, encourager l'enfant, laisser passer 2 semaines, 3 semaines. Si on dit qu'il y a une réunion de rentrée, quelquefois ils y vont, quelquefois ils n'y vont pas, ça va dépendre de leurs occupations. En fait, ils s'intéressent de façon vraiment irrégulière. Voilà. Et ça, ce sont les parents effacés. Effacés. Ce sont les parents effacés. En fait, ce n'est pas régulier, ce n'est pas constant. L'encadrement pour l'enfant, l'apport, l'aide qu'ils apportent l'enfant. Donc, ça dépend un peu de leurs humeurs, quelquefois, de leur occupation, tout ça. Vraiment, ce n'est pas régulier. Et l'enfant, quelquefois, il se pose des questions. Ils se disent que quelquefois, c'est lorsqu'ils travaillent mal que les parents interviennent. Or, quelquefois, ce n'est pas justifié. Voilà. Donc, voilà la deuxième catégorie de parents. Ensuite, nous avons les parents attentifs. Les parents attentifs, eux, ils interviennent pas directement auprès de l'enfant, mais ils s'intéressent à tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant. Ils peuvent y aller. C'est-à-dire qu'au niveau des apprentissages, ils ne sont pas présents. Ils ne participent pas directement à l'aide à l'enfant, l'aide aux devoirs ou bien l'aide aux apprentissages scolaires, mais ils vont à l'école, ils vont s'informer, ils peuvent rencontrer parfois les parents et les enseignants. Et ça, ce sont des parents attentifs. Attentifs. Ensuite, nous avons les parents appliqués. Eux, ils interviennent de façon vraiment régulière. Ils interviennent, ils aident les enfants, ils posent des questions sur la scolarité, le vécu de l'enfant à l'école, tout ça, ils s'occupent. Voilà. Et enfin, nous avons les mobilisés. Eux, c'est vraiment de façon intense. Ils vont même au-delà même de ce qui est prévu. Ils posent des questions aux enfants sur leur avenir, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Ils essaient de les guider. Enfin, vraiment, ils sont très présents. Très impliqués. Très impliqués, très présents dans la vie scolaire de leurs enfants. Voilà les différents types. Donc, attirer l'attention des parents. Donc, il faudrait qu'à partir de maintenant, chaque parent se pose la question, quel type de parent je suis, pour pouvoir corriger ce qu'il y a lieu de faire. C'est vrai que lorsqu'on intervient, on aide son enfant, il y a la réussite scolaire. Ce n'est pas forcément suffisant parce que l'enfant doit vraiment fournir le travail. C'est lui qui travaille, c'est lui qui apprend. Mais le parent doit pouvoir intervenir. Donc, il faudrait que chaque parent s'interroge quel type de parent il est pour pouvoir apporter l'aide adéquate à son enfant. D'accord. Donc, on a bien compris que c'est classifié. C'est classifié. En fonction du moins idéal. Oui. À l'idéal, c'est d'être parent mobilisé. Mobilisé, très engagé, qui s'intéresse à son enfant, même si lorsqu'il dispose de très peu de temps, il s'intéresse à son enfant, à ce que son enfant fait, au devenir même de l'enfant. Il s'interroge, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il lui pose des questions. Lorsque l'enfant a fait ses devoirs, mais comment tu t'y es pris? Même sans savoir exactement comment ça se passe, l'enfant, le fait d'évoquer, de relater la façon qu'il a utilisé son travail, a fait son travail, ça peut déjà aider l'enfant déjà à voir s'il y a des choses qui vont et il y a des choses qui ne vont pas. D'accord. Voilà, donc ça aide énormément les enfants. D'accord, donc les conséquences sont logiques en fait. Oui. Les conséquences d'un parent absent? C'est manque de travail, l'enfant ne travaille pas. Conséquences d'un parent mobilisé? L'enfant travaille. Donc, en fonction de l'implication des parents. Donc, en fait, la réussite scolaire de l'enfant est liée à l'implication des parents. L'implication des parents. C'est vrai que c'est un ensemble de facteurs. Il y a l'enfant lui-même, il y a la famille représentée par les parents, et il y a les enseignants et l'école. Voilà les 4 facteurs. Donc, chaque facteur joue son rôle. Si l'école joue son rôle, si les enseignants jouent leur rôle, si l'enfant essaie de jouer son rôle, il faudrait qu'également les parents jouent leur rôle. Or, la plupart du temps, les parents estiment qu'ils n'ont pas à jouer un rôle dans l'activité scolaire. Il y a d'autres qui se sentent incapables. Parce qu'il faut remonter peut-être jusqu'à l'histoire même de l'école, l'institution de l'école. Déjà en Europe, l'école a été instituée pour contrer les valeurs familiales. Parce que chacun donnait la valeur qu'il voulait, transmettait l'enseignement, la valeur qu'il voulait à sa famille. Et l'État a institué l'école pour essayer d'uniformiser les valeurs. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il y a des choses qu'on doit apprendre. Et il y a certains parents qui trouvent que vraiment, ils ne sont pas capables de pouvoir aider leur enfant. Il y a d'autres qui en font un peu trop. Ils vont même quelquefois donner des informations. Ils veulent faire le contenu même aux enseignants, ce qu'on doit pouvoir indiquer. Donc, il y a des choses à ne pas faire. Et la plupart du temps, il faut aller à l'école, rencontrer les enseignants, rencontrer l'école, tout le personnel, et savoir au moins comment l'enfant se comporte à l'école, comment l'enfant réagit face aux apprentissages, et pour pouvoir mieux l'aider à la maison, mieux le guider, mieux l'encourager, mieux le motiver. Mais il y a des enfants, quand on entend les parents en parler, on dit « Oh, lui, il ne me pose pas de problème. Vraiment, c'est le meilleur de mes enfants.
tout marche bien pour lui. Et pourtant, le parent ne s'implique pas du tout, mais réalise que l'enfant est très, très brillant. Oui. Vous avez ce genre d'enfant. Vous avez également l'enfant, on a tout fait. On ne sait même plus ce qu'on va faire. On a tout fait pour lui, mais rien, jusqu'à lui prendre des répétiteurs, le mettre dans des meilleures conditions, le mettre seul dans une chambre, tout, mais on n'arrive à rien tirer de lui. Comment vous expliquez ces cas extrêmes? Bon, disons que ça dépend des différentes personnalités de l'enfant. Et les recherches ont montré qu'au niveau des apprentissages, au niveau de la cognition, de l'apprentissage, il y a plusieurs types d'enfants. J'ai déjà évoqué cela ici. Il y a les auditifs, il y a les visuels et les kinesthésiques. Les auditifs, ce sont ceux qui mémorisent rapidement lorsqu'ils entendent. Ceux-là, de façon générale, n'ont pas de problème avec l'école. Pourquoi? Parce que le système scolaire, de façon générale, même dans le monde entier, est basé sur le langage écrit et oral et sur le raisonnement logique. Voilà les deux choses que l'école valorise. Et ces personnes-là sont prédisposées, de par le fonctionnement de leur cerveau, à ces deux éléments-là. Ils enregistrent facilement. Ils ont l'intelligence linguistique. Parce que généralement, on pensait avant qu'il y avait une seule forme d'intelligence. Mon enfant est intelligent, il n'est pas intelligent. Il y a jusqu'à 8 formes d'intelligence. Il y a l'intelligence verbale. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui s'expriment très bien. Elles parlent très bien depuis très jeunes. Alors, il y a d'autres qui ont des difficultés. Donc, les auditifs, eux, ils sont favorisés par le système. Ils vont à l'école. Ils s'asseyent en classe. À condition simplement d'être attentifs, tout marche. Vous allez voir qu'ils vont avoir des excellentes moyennes, 18, 17. Il y a des élèves, par contre, ils vont faire tous les efforts possibles. Ils auront des difficultés. Eux-mêmes ne comprendront pas. Ce sont les kinesthésiques. Les kinesthésiques, eux, ils ont besoin de ressentir la matière. Vous conviendrez avec moi que c'est difficile de ressentir, par exemple, le français. Il y a des matières, par exemple, eux, leur intelligence, c'est plutôt l'intelligence concrète, manipulable, visible, qu'on peut toucher. Donc, lorsque on va faire, par exemple, les mathématiques, on va constater que la géométrie, pour faire les figures, pour dessiner les triangles, les ronds, tout ça, les cercles, ils n'auront pas de difficultés. Ils vont le faire très bien. Mais lorsqu'il s'agira de démontrer, de faire des démonstrations, l'enfant dépose, il n'arrive pas. Donc, dans ces conditions-là, il faut pouvoir apprendre à l'enfant les démarches. Parce que lorsque la personne est kinesthésique, visuelle ou auditive, son cerveau a une façon de fonctionner. Les kinesthésiques sont des personnes qui sont très intuitives. Tout de suite, elles ressentent les choses, elles vont dire, ah, je sens que telle chose va se passer. On leur dit, mais pourquoi? Elles ne peuvent pas expliquer de façon vraiment objective. Leur raisonnement est analogique. Elles raisonnent par comparaison. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, lorsque l'enfant a des difficultés, comme vous venez de l'expliquer, il faudrait donner l'enfant à un spécialiste, confier l'enfant à un spécialiste pour diagnostiquer ce qui ne va pas. Lorsqu'on connaît le fonctionnement de l'enfant, on indique maintenant par rapport aux disciplines, aux matières, comment s'y prendre pour que l'enfant réussisse. Et l'enfant qui ne réussit pas en mathématiques, même dans les langues, l'enfant devient très brillant pour cela. Mais il faut pouvoir expliquer. Confier les enfants aux répétiteurs, tout à l'heure, comme vous l'avez dit, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il fait, le répétiteur? Qu'est-ce qu'il fait de façon générale? La plupart du temps, il répète les leçons faites en classe. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup plus le temps de l'enfant. Il vient, l'enfant apprend et puis récite. On donne un exercice, l'enfant ne connaît pas, on lui donne la correction. Mais comment l'enfant réfléchit? Comment ça fonctionne? Comment il réfléchit? Lorsqu'on donne l'exercice, comment il traite l'information? C'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Et c'est lorsqu'on intervient à ce niveau-là que l'enfant, tout seul maintenant, peut se mettre en marche pour pouvoir travailler. Donc, il faut confier son enfant à un spécialiste d'abord. Nous, en tant que conseiller d'orientation dans l'établissement, c'est le rôle de diagnostiquer ce qui ne va pas chez l'enfant et nous donner des indications maintenant aux enseignants, aux personnes, aux médiateurs, aux intervenants pour pouvoir encadrer l'enfant. Mais prendre l'enfant comme ça tout de suite et puis l'encadrer, ce n'est pas conseillé. Quand un enfant est malade, lorsque vous le conduisez à l'hôpital, vous ne dites pas au médecin, donnez la Livaquine ou bien donnez, voilà. Donc, les parents ont la faiblesse de penser qu'il faut tout de suite encadrer l'enfant au lieu de faire diagnostiquer le problème et puis trouver la meilleure formule. La meilleure formule. Quelquefois, c'est un problème de motivation. L'enfant est découragé, il échoue, donc il n'a plus envie de travailler. Même lorsqu'on lui donne un répétiteur, il ne peut pas lui donner Et vous avez la capacité de... Parce que là, tout le monde nous écoute. Oui, et des parents se disent, ah, mais c'est peut-être le moment d'envoyer... Vous avez la capacité de recevoir les gens par coup de 200 personnes. Vous avez cette capacité-là? Disons qu'au niveau des écoles, déjà, il y a des... Nous avons des collègues, des conseils d'orientation qui sont dans tous les établissements publics, dans certains établissements privés. Il y a des centres qui sont là, qui existent, centres d'information et d'orientation, les CIO qui existent. Donc, les parents peuvent conduire ces enfants-là dans ces lieux-là ou bien dans les établissements. C'est payant, c'est gratuit?
Nous sommes des fonctionnaires, c'est gratuit. D'accord. Madame, on vous joint comment? Enfin, comment on joint la structure? Bon, grandécole.net, c'est le 22 01 47 46 et 58 31 94 58. On peut reprendre, s'il vous plaît? 58 31 94 58. D'accord, très bien. Il y a une dernière question qui me vient à l'esprit. Oui. Le parent absent, c'est l'extrême. Oui. Le parent mobilisé, Oui. c'est l'extrême. Oui. Il faut rester au milieu entre attentif et appliqué. C'est ce Oui, que vous en conseillez? fait, le mobiliser, l'extrême, l'autre extrême, c'est toujours bénéfique. C'est vrai que c'est intense, mais déjà, ça apporte quelque chose à l'enfant parce qu'ils s'intéressent à l'avenir de l'enfant. Mais c'est l'absent qu'il faut pouvoir corriger avec l'effacé. Ce sont les deux-là qui sont négatifs. D'accord. Et quand on a un boulot qui nous bouffe toute la journée, du matin au soir, c'est pas une excuse? Non, pas du tout. Lorsque le parent rentre chez lui, il se repose. En week-end, 5 minutes sont déjà un moment suffisant pour l'enfant. L'enfant a déjà besoin qu'on s'intéresse à lui. Le parent n'a pas besoin de faire l'exercice ou bien d'apprendre à la place de l'enfant. C'est l'enfant qui apprend. Même l'enseignant n'apprend pas à la place de l'enfant. C'est l'enfant qui apprend. Donc, c'est l'enfant qui doit travailler. S'il ne sait pas comment faire, s'il n'a pas de méthode de travail, il faut lui indiquer les méthodes, les stratégies. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Lorsqu'on demande à l'enfant comment tu apprends, il dit je bosse. Tu fais quoi? Il ne peut pas décrire. Alors que si de façon consciente, l'enfant n'arrive pas à décrire ce qu'il fait au niveau de cognitif, de la cognition, c'est déjà un problème. Il doit pouvoir lire ses leçons plusieurs fois, essayer de connaître les différents sens, donc les mots difficiles. Donc il doit travailler avec un dictionnaire, connaître les différents sens, s'expliquer les leçons, faire la reformulation, se poser des questions. Déjà à partir de 8 ans, les enfants arrivent à le faire. Il lit son cours et puis on lui demande quel type de questions ton maître pourrait te poser. Il ne faudrait pas poser les questions à la place de l'enfant. Lui-même, il se pose des questions et il répond. Donc, lorsqu'il a des difficultés, il voit déjà qu'il ne connaît pas ses leçons. Il peut déjà aller reprendre. Madame Pélicienne Kessé, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Nous allons recevoir notre invité, la direction commerciale et marketing, M. Koupougne-Leba. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller technique du ministère de la Construction? Oui. Et vous nous parlez de la présentation des résultats, étapes des plans directeurs des 32 chefs-lieux de région. Oui. On vous écoute pour les détails. Ce matin, la cérémonie va commencer ce matin au plateau à l'espace Craeux, donc UMOA. Et nous invitons, c'est le ministère de la Construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme qui organise cette cérémonie-là. Et nous invitons donc d'abord les grandes autorités de ces villes-là, les 32 régions, c'est-à-dire les capitales régionales. Mais d'abord, on peut poser la raison de cet événement? Oui, il y aura, c'est-à-dire que depuis l'année dernière, le ministère a initié des projets, des plans directeurs de ces villes-là, et les urbanistes, les bureaux d'études ont commencé à travailler, et nous sommes arrivés à un stade où il faut présenter donc ces études-là. Les plans directeurs des villes, qu'est-ce que ça veut dire? Un plan directeur, comme son nom l'indique, ce sont des études d'orientation donc de la ville, parler de l'avenir de la ville. Parce qu'à un moment donné, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue économique. Sur tous les plans. plans. C'est-à-dire, à un moment donné, la ville a besoin de s'étendre. Donc, entre l'extension et les activités qui se déroulent dans la ville, il faut créer un équilibre. Et ce sont ces études-là qui permettent d'équilibrer cela. Et donc, on peut dire, je donne un exemple, les conseils régionaux, par exemple, aujourd'hui n'ont pas d'hôtels régionaux. Il faut identifier les sites pour pouvoir les construire plus tard. Donc, à partir de ces plans-là, on fait une orientation sur l'existant et le futur donc, de la ville pour permettre donc, aux gestionnaires d'avoir un outil d'orientation. Parce qu'après les plans directeurs, on fait des plans de détail qui vont permettre aux techniciens donc, des mairies de suivre les mises en valeur des terrains. Et donc, les 32 chefs-lieux. la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est une étape. Hein. Après, on va aller aux autres villes. Mais pour le moment, ce sont les 32 chefs-lieux. Donc, c'est la restitution de ces travaux-là qui a lieu aujourd'hui. Voilà. Enfin, et donc, tous ceux qui... C'est aujourd'hui à 9h. Ça commence aujourd'hui à 9h. Et il y aura une cérémonie donc, solennelle le matin et l'après-midi. Il y aura quelques présentations. Les bureaux vont donc faire la synthèse de tout ce qui a été fait. Et à partir de demain jusqu'à mercredi, en ce moment, il y aura des rencontres entre donc, les autorités et ces bureaux d'études-là. C'est une occasion, c'est rare, hein, de rassembler à un seul endroit
ce type d'études en face donc des décideurs des villes. Donc les maires, les préfets, les sous-préfets, disons les députés, tous ceux qui ont des intérêts sur leur ville sont invités parce que ce jour-là, à partir de demain surtout, ils vont présenter les études et eux, ils pourront participer en disant, par exemple, nous avons des besoins sur notre ville, voilà comment on souhaiterait intégrer telle préoccupation. Donc, ce n'est pas figé, c'est pas figé, parce que c'est pour cela, les études, nous sommes en train de les faire maintenant. Donc, il vaut mieux les présenter pour qu'ils puissent être modifiés, voilà, leurs préoccupations puissent être prises en compte. Et puis, c'est une occasion pour connaître ces cabinets et puis les mettre en contact avec tous les cadres. Parce qu'il n'y a pas que les maires. Par exemple, je donne un exemple, le maire de Daloa, par exemple, qui a un grand projet, il a une ambition, il veut créer un parc urbain dans la ville de Daloa. C'est une occasion pour lui, pour exprimer ce besoin-là auprès du cabinet qui fait donc ces études-là, pour pouvoir délimiter et prévoir cet espace-là. Mais un parc urbain, c'est quoi? C'est un parc pour les animaux ou un parc... Non, un parc urbain, c'est qui n'existe pas dans nos villes, c'est qui devait exister partout dans nos villes. Et un parc urbain, il y a la partie boisée, il y a des arbres, et il y a la partie jardin, et il y a la partie récréative. Donc c'est en ville, on y va là-bas pour passer les week-ends, quand on a envie de... Même, on peut faire toutes les activités là-dedans. Ce sont des espaces de loisirs. Voilà, ce n'est pas les parcs comme la forêt du Banco, non. C'est pour ça, d'ailleurs, on dit parc urbain. Ce sont des grands jardins. Des grands jardins. Des grands jardins, il y a un bois, il y a des arbres. Et là, le maire de Daloa, par exemple, il veut mettre plusieurs espèces d'arbres dans cet espace-là. Et eux, ils ont une particularité, il y a 2 petits cours d'eau qui traversent la ville. Et le long de ces cours d'eau-là, il a envie de créer un parc. Mais pour le faire, il faut qu'ils viennent pour pouvoir voir le projet qui se fait. Si cela est pris en compte, si ce n'est pas pris en compte, c'est une occasion pour lui de pouvoir dire, voilà ce que je veux faire. Et on prévoit en même temps l'espace. Parce que quand on fait les plans directeurs, c'est pour au moins 10 ans. Si l'espace n'est pas prévu, vous ne pourrez plus. Et puis, une fois le plan est approuvé, il s'impose à tout le monde. C'est une loi, il faut respecter. Donc, c'est maintenant qu'il faut. C'est un exemple que je donne. Oui, bien sûr. Donc, à Boisseau, n'importe quelle ville, les maires peuvent venir exprimer donc leurs besoins à partir de ces études qui seront présentées. Et comme elles sont en cours, c'est une étape. Et après, donc, tous ces cabinets-là auront donc le plaisir de recevoir donc tous ces élus-là et les cadres de ces villes pour pouvoir échanger, approfondir donc les échanges avec eux pour qu'ils puissent prendre en compte leurs préoccupations pour l'avenir de leur ville. Donc, ce sont les 32 chefs-lieux et les préfets qui sont donc les administrateurs qui ont un regard. Un préfet même peut exprimer dans sa ville, peut dire on a un problème de sécurité dans cette ville-là. Il serait souhaitable qu'on prévoie deux gendarmeries, par exemple, pelotons mobiles et autres, et 3 commissariats. Donc tout ça, il faut identifier les sites. Et dans l'extension, une autre ville, les gens peuvent dire, mais écoutez, nous, on n'a pas d'université, on veut une université. Il faut identifier. Et donc, c'est à partir de ces plans-là qu'on programme. Donc, on projette l'avenir de la ville. S'il faut que les personnes qui gèrent au quotidien la région, la localité, viennent maintenant pour donner leur avis, pour que ça puisse être éventuellement intégré, sur quelle base est-ce que les résultats sortent aujourd'hui, alors si leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte en amont? Non, en fait, ce que je suis en train de dire, d'abord, avant de faire ces plans-là, il y a des études qui se font, il y a des enquêtes, et il y a des données démographiques, il y a des données économiques. On fait, ça dit, c'est un état de lieu qu'on fait, même le transport, tout est pris en compte. Pour pouvoir projeter une rue, il faut voir ce qu'on fait comme extension. Par exemple, ici, à Abidjan, à un moment donné, on ne respectait plus le schéma directeur, ce qui fait que, bon, il y a des zones qui sont développées et qui ne sont pas reliées, par exemple, à la ville. Or là, avec le plan directeur, tout est prévu et donc on sait où la ville va et on projette donc des voies et le ministère des Infrastructures, comme ce sont des études qui seront approuvées par l'État, le gouvernement lui-même, en ce moment-là, on fait une programmation sur la ville pour dire, par exemple, telle voie peut être faite en telle année ou bien telle année. Et donc, en ce moment-là, on réserve ces espaces-là, on ne les touche pas. Ce sont des réserves. Donc, on ne les touche pas. On n'a pas besoin de... Parce qu'il y a des voies qui ont été morcelées par ignorance. Comme elles ne sont pas ouvertes, elles sont sur plan.
Donc, en ce moment-là, les techniciens des mairies vont veiller à ce que ces espaces ne soient pas touchés pour que l'avenir de la ville soit assuré. Donc, sur 10 ans, ils ont vraiment une toile de fond pour pouvoir gérer leur ville. Très bien. Et donc, le rendez-vous, ça commence aujourd'hui? Aujourd'hui, à 9 h, c'est la séance d'ouverture. Et ceux qui n'ont pas pu venir, ou bien qui ne pourront pas venir ce matin, il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils ont raté, et que c'est demain et mercredi. Vraiment, c'est ouvert vraiment là, les débats vont avoir lieu entre les bureaux d'études et donc toutes les autorités qui vont arriver. Et je voulais même inviter les ministres parce que il y a 2 ministres dans ce pays-là qui s'intéressent souvent à leur ville et qui viennent chaque fois à la source pour pouvoir se renseigner. C'est une occasion, chacun est attaché à une région, donc c'est une possibilité que le ministre de la Constitution donne donc, à toutes ces autorités-là pour pouvoir comprendre. Et puis en même temps, on peut apprendre. Voilà. Très bien. C'est à quelle heure? À 9 h, aujourd'hui à 9 h, à l'espace Craeux, donc au plateau, non loin de l'immeuble de la BCAO, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, tout le monde est invité. Il n'y a pas que les autorités, la population, un cadre peut venir. La première fois, on a fait la population, quel va être l'impact de la voix de la population là-bas? Moi, je suis originaire d'Issia. Bon, ma région, la capitale de ma région, c'est Daloa. Mais je peux aller et puis regarder, surtout que je suis un technicien, je peux donner un avis. Je peux dire, cet élément-là, par exemple, vous aurez dû le prendre en compte. Moi, par exemple, dans mon esprit, je dis, bon, avec tout ce qu'on a connu dans ce pays, nos villes peuvent avoir des entrées sécurisées. Voilà, au lieu d'avoir la police d'une manière éparse, on peut construire une entrée et où les gens peuvent entrer, surtout à partir d'une certaine heure. On peut même installer comme on appelle des vidéos. Voilà, à partir de la gendarmerie, on peut voir à partir d'une certaine heure ceux qui entrent, les véhicules qui entrent. Donc, c'est une préoccupation que je peux exprimer. Même si je ne suis pas un décideur de la ville. Voilà. D'accord, très bien. Un téléphone, monsieur? On peut nous joindre au 20 21 13 43 ou bien ils peuvent aller sur notre site www.construction.gouv.ci. On peut reprendre, s'il vous plaît? 20 21 13 43. Ou bien ils peuvent aller sur le site du ministère www.construction.gouv.ci. Très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous avez donné suffisamment de temps pour... Oui, vous avez de la chance aujourd'hui, si tu es le seul invité. Il n'y avait personne d'autre, donc voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain dans le cadre de cette émission. Et Christelle Akossa est à la tête de la réalisation. À demain. Et d'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.